Et c'est parti. Vous pouvez sourire, c'est bon maintenant. Alors. Ah ouais, mais c'est vrai, si je fais ça, il va pas aimer. Donc on va faire comme ça. Donc, en ce qui me concerne, je suis passé par pas mal d'étapes. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Programmation basique, Pascal, assembleur, C, C++, les langages scriptés. Le monde du logiciel libre en 94 avec Linux kernel 1. Toujours un pied du côté dev, un pied du côté ops. J'ai travaillé en SS2I, j'ai également traduit, corrigé, écrit des bouquins pour Oreilly France du temps où ils existaient. Je me suis amusé avec l'embarqué sur du saut et Chris qu'on voit pas ici, là, juste au sous-sol. D'ailleurs, on a les deux extrêmes. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai un Sun Enterprise de 120R au sous-sol, ça pèse 50 kg, il y a 8 ventilos, ça chauffe bien, ça fait du bruit. Ça peut servir de purificateur d'air éventuellement. Côté Linux, moi je suis un débianiste, mais malgré tout, j'aime bien tous les Linux, donc voilà, je suis pas sectaire. Et ça fait maintenant pas loin de 7 ans que je travaille pour des éditeurs de logiciels open source, principalement start-up, basés dans la Silicon Valley et pour lesquels on est au maximum quelques centaines dans le monde. Donc voilà. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux Arduino. J'aime bien les Arduino. J'aime bien les quadricoptères. Et une de mes idées, c'est d'embarquer sur un quadricoptère un Arduino pour le piloter, on va dire, non pas pour le stabiliser en tant que contrôleur de vol, mais pour lui donner de l'intelligence. J'en suis pas encore là, mais peut-être qu'un jour, si j'ai le temps en tout cas, c'est peut-être le temps qui me manque. Ça après c'est du 328p, c'est donc alors la taille en fait ça dépend du stade dans lequel tu en es. Ah ouais non ouais toujours du Uno, mais en taille Uno, mais la taille Uno en fait j'utilise pas, j'utilise des breadboards et je suis un adepte du wrapping, donc je wrappe tout sur une breadboard ou sur une plaque de prototypage sur des nanos ou des Pro Mini. Parce qu'en général, mon prototype, il finit par faire ce qu'il doit faire et puis je le démonte jamais. Donc, je fais directement du Pro Mini. Voilà. Mais pour ce soir, en fait, je suis parti sur de l'ESP pour une autre raison, c'est qu'il fallait que le coût soit limité. Il fallait que je maîtrise mon coût. Or, j'avais besoin d'avoir une connexion Wi-Fi, d'avoir une pile TCP/IP. Tout de suite, si je prends une carte Arduino quelle qu'elle soit, je lui rajouter automatiquement un shield ou quelque chose pour lui rajouter le TCP/IP et le Wi-Fi. Donc tout de suite, ça multipliait les prix. En plus de ça, avec de l'Arduino, j'étais quasiment obligé de faire de la soudure. Or, je vous les ai préparés, mais en tout, je vais en préparer 200. Donc si je dois faire les soudures sur 200, je vais prendre un mois de vacances et puis c'est bon. Donc je suis parti sur de l'ESP parce que c'est un très bon rapport qualité-prix et du coup j'ai juste à les mettre sur une breadboard et à couper deux pattes à des composants pour les enficher sur la breadboard. C'était beaucoup plus simple et économiquement plus viable. Redis, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Redis? D'accord. Redis, base de données clé-valeur en mémoire, a une clé qu'un identifiant qui associe une valeur. La valeur, c'est une structure de données, ça peut être autant une chaîne de caractères qu'un hash, qu'une liste ordonnée, qu'un ensemble de valeurs uniques, que ces choses-là. C'est stocké en mémoire, donc ça va très vite. C'est souvent utilisé comme un cache. Maintenant, ça fait beaucoup plus qu'un cache. Et ça embarque également des mécanismes de publication-souscription pour communiquer entre des processus, par exemple. Et du coup, on peut tout à fait avoir une base de Redis, ça se met en cluster, il y a de la haute dispo également, il y a de la redondance. Et tu peux avoir un cluster Redis pour héberger tes données pour toutes tes applications. Et quand il y en a une qui veut modifier la valeur qui correspond à une clé, elle peut très bien communiquer avec les autres en disant attention, je vais modifier ma valeur, n'y touchez pas. Ou alors attention, je viens de modifier la valeur, si vous l'aviez en mémoire, il faut peut-être la recharger. Ce genre de choses. Donc je vais l'utiliser, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Ça va très vite, c'est sous la milliseconde. C'est super efficace. Clairement, c'est super efficace. Donc, ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Salvatore Sanfilippo, Anti-Res, qui est un Italien. Il est passé par plusieurs entreprises. Maintenant, il est chez Redis Labs. Il est toujours en Sicile. Je lui ai envoyé un kit comme celui que vous avez. Et ça lui a beaucoup plu. Malheureusement, il partait en vacances juste après, donc il n'a pas pu pleinement l'exploiter. Mais je pense qu'à son retour, il va s'amuser. La communauté Redis est énorme. Je veux dire, moi l'exemple que je prends, ça vaut ce que ça vaut comme exemple. Mais après ça, on peut en prendre plusieurs qui vont dans le même sens et ça confirme. Mais si on demande à Google juste le mot-clé Redis, c'est 16 600 000 réponses. Si on lui demande une autre base de données SQL, le nombre de réponses n'est pas du tout le même. Alors, c'est pas une question de compétition ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est que Redis a une communauté énorme. On trouve du Redis absolument partout, dans quasiment toutes les entreprises. Ça a été développé en 2009. Peut-être que je peux dézoomer un petit peu. Ouais, c'est mieux ça. Salvatore a commencé à le développer en 2009. Les versions se succèdent. Cette année, la version 4 est sortie. Une nouvelle version va sortir encore cette année avec des nouveautés comme le streaming pour traiter les données en flux. Les numéros de version suivent un versionning sémantique, donc les numéros majeurs quand on casse quelque chose, les numéros mineurs, c'est les évolutions, les mineurs impairs, c'est les évolutions, c'est les versions de développement, les mineurs pairs, c'est les évolutions stables. Et puis après ça, le patch level, c'est bien évidemment les fixes. Très forte reconnaissance de Redis, mais ça, en fait, dans un des PDF que vous allez télécharger, ou que vous avez peut-être déjà téléchargé, j'en parle plus. Très concrètement, Redis, c'est le container Docker qui est le plus déployé, qui est le plus lancé à la journée finalement. C'est la base de données numéro 9, toute base confondue dans DB Engines. C'est le projet numéro 84 dans GitHub en nombre d'étoiles, tout projet confondu de GitHub. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est assez monstrueux. Voilà, il y a des livres sur Redis, il y a tout ce qu'il faut, et il y a énormément de monde. Si on cherche, alors c'est pas le but, enfin c'est pas forcément l'esprit de ce soir en communautaire, mais si on cherche par exemple des ressources Redis, si on va chercher dans du LinkedIn, savoir s'il y a du Redis, quand on lance le mot-clé, on va retrouver plein de monde. L'idée de ce soir, c'est de voir que Redis est extrêmement simple. Le protocole de Redis est très simple. C'est un protocole que l'on peut faire en telnet. Je peux me connecter à un cluster Redis ou à une base Redis en telnet et juste en telnet faire des requêtes sur la base, des écritures, des lectures, tout un tas de choses. À tel point que les pilotes pour Redis, je ne sais plus, il doit y avoir pas loin de 40 langages supportés, parmi lesquels on va trouver des langages qui sont très spécifiques. On va trouver du Rust, on va trouver du R, on va trouver du Scala, bien évidemment du Python, du Ruby, voilà. Et pour certains de ces langages, on va aller jusqu'à 14 pilotes, implémentations des pilotes. En Java, par exemple, il y a 11 implémentations de pilotes différentes. Elles répondent à différents besoins. En Python, il y en a 14. Donc, on trouve des pilotes pour tous les langages, pour se connecter à Redis. Et en plus de ça, on peut en faire, c'est très simple. Donc, il n'y en avait pas sur les périphériques embarqués, enfin sur les microcontrôleurs. J'ai commencé à le faire, je ne l'ai pas encore publié. Ce soir, vous allez faire le vôtre en fait. Vous allez faire votre bibliothèque pour, depuis un microcontrôleur, se connecter à une base Redis et lui envoyer quelque chose. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, je vous ai assemblé un microcontrôleur qui a donc une pile TCP/IP, qui a une connexion Wi-Fi. Il peut faire beaucoup plus, mais c'est tout ce qu'on va utiliser. Je lui ai ajouté dessus, puisqu'il a une entrée analogique avec un convertisseur qui retourne des valeurs entre 0 et 1024 pour du 0 à 3 volts 3. Sur cette entrée, je lui ai mis une photorésistance et une résistance en pont diviseur de tension. La résistance, elle est cachée en dessous, pour ceux qui la cherchent. De manière à avoir une tension qui varie entre 0 et 3 volts 3, plus ou moins, parce que bon, on est sur du matériel chinois, donc c'est du plus ou moins, mais grosso modo, ça va fonctionner comme ça.
Donc c'est une résistance de 10 kOhms et la photorésistance est à 10 kOhms quand on est, je ne sais plus à combien de lux. Enfin, ça devrait être bon pour ce soir, c'est pas un souci. Derrière, ce que vous allez faire, vous, c'est pas besoin de vous prendre la tête pour la partie Wi-Fi. Je vous fournis un exemple qui l'implémente. Pas besoin de se prendre la tête pour le côté récupérer la valeur de luminosité. C'est pareil, c'est déjà fait. Par contre, ce que vous allez faire, c'est vous allez devoir implémenter le fait d'ouvrir une connexion TCP/IP sur Redis, le fait de voir que ça marche, de relancer la connexion quand elle tombe, de pousser la valeur que vous lisez dans la base Redis. Et puis moi, de mon côté, j'ai une application Node.js, je ne l'ai pas encore démarré, j'ai une application Node.js sur la base, avec un front-end en Angular, et au fur et à mesure, quand vous allez avancer dans les exercices, il y a votre nom qui va apparaître, puis après ça, il va y avoir vos valeurs, avec le graphe en temps réel de vos valeurs. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous allez pousser les valeurs dans une structure qui sera propre à votre périphérique. Vous allez, en fait, la clé dans laquelle vous allez pousser les valeurs que vous lisez, c'est l'adresse MAC de votre périphérique. Et à chaque fois que vous poussez des valeurs, vous allez également envoyer un message sur un canal de communication que mon application écoute pour dire « Moi, le périphérique de telle adresse MAC, j'ai publié de nouvelles valeurs. » Du coup, mon application va aller lire les dernières valeurs dans la structure de cette adresse MAC. Il va les pousser en WebSocket vers l'application Angular en front-end. C'est clair pour tout le monde ou pas? Okay. Tout le monde a des notions de C ou C++ ou Ok. Alors, la première étape, ne le faites pas. Hein? Donc je vous dis pas de le faire, faut pas le faire. C'est marqué en gros ici, c'est marqué en gros dans le manuel. La première étape, ça va être de télécharger les fichiers pour avoir l'interface de développement. Donc, j'utilise Arduino, il y en a d'autres, hein, mais j'utilise celle qui est fournie avec les Arduino, parce qu'elle est relativement simple, elle est clé en main au niveau des paquets et tout ça. Simplement, elle n'a pas le compilateur avec le microcontrôleur pour cible et votre OS et matériel comme source. Donc moi, je peux la personnaliser, mais je peux pas personnaliser pour toutes les combinaisons possibles. Donc plutôt que de faire ça, je la personnalise avec juste le référentiel dans lequel on va trouver les cross-compilers pour le SP8266. Donc du coup, vous aurez juste à ajouter justement le cross-compiler à travers la connexion Wi-Fi. Ça va le télécharger, ça va vous l'installer, puis derrière ça fonctionnera. Vous aurez juste à sélectionner la carte dans la liste des cibles potentielles et vous serez prêt à voir la carte. Donc ensuite, alors là je vais vous montrer ce que vous allez faire, ne le faites pas tout de suite. Ce que vous pouvez faire dès maintenant en revanche, c'est noter le lien, aller sur le lien et télécharger dans le répertoire IDE le fichier qui vous correspond, le zip, hein, pour les personnes qui sont sous Windows, le zip, pas l'installation, le zip. Pour les personnes qui sont sous Windows, il y a un pilote qui est également disponible en téléchargement dans le répertoire driver. Pour les personnes sous Mac également. Pour les personnes sous Linux, il n'y a pas besoin. Et il y a un répertoire PDF avec les PDF de ce soir. Et puis un dernier fichier, le fichier portable.zip. En fait, vous prenez tout, sauf les IDE qui ne vous correspondent pas. Vous me dites quand vous êtes tous sur la page que je puisse basculer sur la suite. À la limite, je vous laisse lancer les téléchargements. Dans le driver, les deux s'appellent de la même façon. Oui, parce qu'ils portent tous les deux le nom de la puce USB. Il n'y a pas un Windows pour prendre les deux? Il y en a un qui est Windows et l'autre qui est Mac normalement. Ah non, le Mac, non, il y a que, oui, c'est que Windows. Hein. Il y a que Windows qui est dedans. Prendre les deux pour Windows. Excellente question. Alors attends, je vais aller regarder ce que j'ai dedans. Ah ouais, non, ça c'est Google Drive qui me fait des trucs comme ça. Donc j'ai quelle version? Là, il y en a une qui doit être plus récente que l'autre. Non, même pas d'ailleurs. Je pense que
Les deux font exactement la même taille en octets, donc ça doit être les deux mêmes. Il va falloir que je configure Google Drive pour qu'il ne me stocke pas les versions. Parce que... Alors, dans le répertoire PDF, quand vous aurez téléchargé les PDF, si vous prenez le PDF que je présente ou l'autre, en fait, celui que vous avez d'imprimé, l'intérêt, c'est peut-être pas forcément de le lire à l'écran pendant que vous faites les exercices. Enfin, ça dépend des personnes, il y en a pour qui ça convient. Mais c'est surtout qu'il tous les liens sont des hyperliens en fait. Donc ça peut être, ça a un côté pratique, on va dire. Donc, une fois que vous aurez, c'est bon, tout le monde a lancé les téléchargements ? Ok, c'est parfait. Donc, une fois que vous aurez téléchargé les fichiers, ce que vous aurez à faire, je vais le faire également, c'est que, allez hop, je vais me mettre dans un répertoire, dans mon bazar, créer un nouveau dossier, 2017 10 17, c'est ça ? C'est ça. Hop, Toulouse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ce que vous allez faire, c'est-à-dire que je vais aller prendre les fichiers que vous allez télécharger. Ils sont ici chez moi. Je prends l'IDE, je la mets dans mon répertoire et je la décompresse. Ne le faites pas immédiatement, vous allez le faire dans les exercices. C'est plus important en fait que vous ratiez pas une étape quand je vous le montre. En parallèle, je vais prendre le fichier portable.zip, c'est la personnalisation, c'est lui qui contient le référentiel ESP, du moins le lien vers le référentiel ESP. C'est pareil, lui je l'ouvre, je le décompresse. Et ce que je fais, c'est que je le glisse dans mon répertoire d'IDE, tout simplement. Les Macs, c'est en fait, il y a deux Macs. Faut que vous ouvriez le répertoire de l'application et dans Contents Java, en fait, il faut le mettre. C'est un chou différent, mais ça revient au même. C'est documenté dans le manuel. Ne le faites pas tout de suite. Je te vois avec les doigts. Là. Donc là, théoriquement, j'ai mon interface IDE. J'ai installé la personnalisation. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, je peux aller lancer mon interface IDE. On va regarder à quoi ça ressemble. J'ai mon interface IDE. Pour l'instant, dans les outils, si je regarde les cartes, j'ai pas ma carte ESP. Donc, je suis coincé. Alors, ce que je fais, c'est que ce que j'ai fait avec la personnalisation, le répertoire portable.zip, entre autres, il a corrigé, enfin, il a modifié, il a ajouté dans les préférences le référentiel des ESP. Donc, du coup, ça signifie que même s'il n'est pas installé, la carte n'est pas installée, on peut installer ce qu'il faut pour la gérer. Dans le gestionnaire de cartes, si je vais interroger les référentiels, je leur demande ESP 8266, je retrouve mon cross-compilateur pour ESP, je dis qu'on l'installe, ça le télécharge et ça va me l'installer dans mon interface de développement. Ça va normalement relativement vite, sauf qu'on est tous en train de télécharger. Donc. Mais c'est pas grave, ça se porte, ça va quand même bien. Une fois qu'elle est installée, si je regarde ce que ça change, eh bien ça change tout simplement que dans ma liste de cartes disponibles, je vais avoir mes ESP. Je vais pouvoir choisir celui que je vous ai fourni. Et je vais pouvoir également indiquer le port USB. Alors c'est là où ça va se compliquer éventuellement pour Windows et pour Mac. C'est que sur les ESP comprennent un protocole série basique. Et simplement, nous, on discute en USB. Donc, sur les cartes, il y a un convertisseur USB TTL. Le problème, c'est que ce n'est pas un FTDI classique américain que tout le monde connaît, pour lesquels il y a les pilotes partout. Moi, mes cartes, je les achète en Chine. Et donc, c'est une puce chinoise. Ça signifie que Windows et Mac ont besoin d'avoir un pilote qui n'est pas disponible. Pour ceux qui sont sous Linux, il y en a qui sont sous Linux, hein. D'accord, pour vous, c'est la fête, ça va marcher. C'est plug and play. L'idée, c'est que normalement, quand on branche, dès qu'on a branché, il le détecte et si je regarde, il m'a trouvé sur le port USB 0 mon périphérique.
Alors, pour les Mac et les Windows, dans le mode d'emploi PDF ou papier, vous avez le lien à ouvrir pour voir la page, pour installer les pilotes, pour pouvoir le gérer. Normalement, c'est les bons, ça a été testé avec différentes versions de Windows, différentes versions de Mac. Après, je ne peux pas tester toutes les configs, donc il est possible que ça ne marche pas, et dans ce cas, il faut chercher sur Google. Une fois que j'ai fait ça, comment fonctionne l'interface ? De manière très simple, j'écris mon code, j'ai deux fonctions principales dans mon code. Une fonction qui est exécutée au moment où je démarre mon périphérique, ou quand il reboot, c'est le setup. Et une fonction loop qui, comme son nom l'indique, tourne en permanence. L'idée, c'est qu'on ne fasse rien de bloquant dans la loop, puisqu'elle doit tourner en permanence. Alors, si on doit faire quelque chose de bloquant, il faut raisonner de manière un peu différente pour regarder si on doit déclencher quelque chose. Si on ne doit pas déclencher, on ne bloque pas et on attend le tour suivant, et ainsi de suite. La compilation se vérifie avec cette icône, ou avec un CTRL R, ou dans les menus. Cette icône-là va envoyer le code vers le périphérique, le compiler si besoin et l'envoyer vers le périphérique. Et ce qui est sympa quand on développe, c'est quand même d'avoir un moyen de débugger, si minimal soit-il. Et donc, ici, on peut demander à avoir l'interface série qui est en sortie de mon périphérique. Donc là, actuellement, j'ai un périphérique qui m'envoie des petits points, parce que le mien, bien évidemment, je ne l'ai pas flashé comme le vôtre. Et il cherche à se connecter à un réseau Wi-Fi, oui, à mon téléphone portable. Il ne va pas y arriver, il faut que je le reflash. Donc, voilà, on va reprendre on va faire autre chose. Hop, je vais en prendre un que j'avais flashé pour la soirée. Pour avoir la même chose que ce que vous devriez avoir. Ça, c'est bien. Hop, là. Et si je réouvre ma console série, normalement je vais avoir la même chose que ce que vous allez avoir. Voilà, ça c'est ce que vous devriez avoir quand vous allez lancer le vôtre. Alors, ce qui se passe, c'est que contrairement à un Arduino, l'Arduino, quand on lance la console série, ça reboot le périphérique. Avec un ESP, ça ne le fait pas. Donc quand vous ouvrez la console série, si jamais vous n'avez rien, vous avez un petit bouton reset sur le ESP, vous cliquez un coup dessus, et hop, ça marche. La première étape, je vous ai tous flashé les périphériques avec un firmware de démarrage. Pourquoi ? Je vous ai dit que vous allez envoyer vos valeurs dans une structure qui va être l'adresse MAC de votre périphérique, pour qu'on ait tous une structure différente. Sauf que à l'écran, moi, dans mon interface qui est affichée en graphique, afficher une adresse MAC, c'est pas super sympa, c'est pas super convivial. Je pense que vous n'allez pas connaître votre adresse MAC par cœur. Donc, plutôt que de faire ça, dès le début dans le périphérique, j'ai mis un firmware dans lequel vous pouvez vérifier que la connexion Wi-Fi fonctionne, vérifier que la connexion à mon instance Redis sur le cloud fonctionne, renseigner le nom sous lequel vous souhaitez voir apparaître votre périphérique. Alors, tout ce qui est GitHub et Twitter, vous pouvez le passer parce que normalement, va falloir que vous tweetiez un coup quand même, un minimum. Ça le testait, je le teste plus. Ça vous permet également de tester que le capteur fonctionne. Par exemple, vous voyez ici, j'ai un choix numéro 13, c'est tester le capteur. Donc, je vais me mettre en haut, je vais taper 13 et je vais regarder ce qui se passe. Ça me donne les valeurs de mon capteur. Si je mets la main dessus, il a beaucoup moins de lumière. Si j'enlève la main, il a plus de lumière. Ça me permet de tester le capteur. En fait, ce petit firmware, il fait deux choses. Il vous permet de tester tous les maillons de la chaîne dont vous allez avoir besoin pour le meetup, de vérifier que tout fonctionne au niveau matériel, connectivité, tout ça. Et de mettre dans la base Redis, quand vous faites l'étape numéro 15, ça va mettre dans la base Redis votre screen name en face de votre adresse MAC, histoire que derrière, moi, je puisse les retrouver. Donc, moi, je vais le faire. Donc, je vais juste corriger. Alors, j'ai déjà pré-renseigné le Wi-Fi et la base Redis. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est juste... oh, bah tiens, ouais, si après tout, ça me va bien, tiens. On va changer, on va faire Gentil Nounours. C'est moi, Gentil Nounours. C'est pas du tout mon pseudo, mais il fallait que je trouve quelque chose quand j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Ce que je fais à la fin, une fois que j'ai renseigné ce qu'il fallait, essayez si vous pouvez mettre votre prénom, nom, adresse email, ces trucs-là. Voilà. Je fais 15. Le choix 15, ça va valider tout ça.
Donc ça commence par tester que le périphérique arrive à se connecter au Wi-Fi. Quand il va réussir à se connecter au Wi-Fi, il va récupérer une IP, s'il y arrive. Une fois qu'il aura son IP, ouais c'est bon, il s'est connecté à la base de données Redis, ça va vite, hein. On remonte un peu. Il s'est connecté à la base de données Redis, il a réussi à faire la résolution de nom, il a réussi à faire la connexion TCP/IP, il a réussi à s'authentifier auprès de la base, il a réussi à vérifier que la base était dans la bonne version. Derrière, il a testé si j'avais bien un compte GitHub comme je l'avais déclaré, sauf que je ne l'ai pas configuré, donc il n'a pas pu le tester, il n'a pas trouvé le compte. Il testait pour le compte Twitter également, mais il a passé le test parce que c'était pas fait. Et derrière, il a fait l'enregistrement dans ma base de données sur le cloud. Alors pourquoi Twitter et GitHub? Et ben d'ailleurs, à ce propos, parce que si on peut faire le meetup ce soir, c'est parce que on est sponsorisé par Étincelle qui nous fournit les locaux et Redis Labs qui nous fournit le matériel. Et plus que le matériel parce qu'il y a du temps de préparation derrière. Donc il fournit le matériel, il fournit les pizzas, Redis Labs fournit le matériel, les pizzas, les boissons, le temps que j'ai passé dans la préparation et le billet de train. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Paris, je suis arrivé de Paris tout à l'heure, je repars à Paris par le train de nuit tout à l'heure, à la fin du meetup. Donc du coup, pour pouvoir faire ce genre de choses, j'ai besoin qu'on remercie les sponsors d'une manière ou d'une autre. Et le moyen le plus simple, c'est de prendre une photo du périphérique, de la salle, de ce que vous voulez, dire que on fait un meet-up. Alors d'avoir des hashtags genre au moins Redis, dièse Redis, @étincelle TLS, ce genre de choses. Essayez de faire. Soyez créatifs, je ne vais pas vous dicter le tweet. Moi, je vais juste prendre une photo et je mettrai, je sais pas encore quoi de. Oh, je vais en faire une deuxième avec l'écran. Je vais poser sur le groupe de la salle. Donc, je vais le faire tout à l'heure. Comment ? Le GitHub. Alors, le GitHub, c'est parce que c'est toujours dans le même esprit, en fait. C'est que quand tu crées un compte GitHub, quand tu crées un projet GitHub derrière, il est parsé par tous les moteurs de recherche et ainsi de suite, et ça indexe les mots-clés. Et donc, le GitHub, l'idée, c'est ça. Alors, le GitHub, vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, c'est parce que, il y a de ça. Et puis en plus, dans les exercices, je vous montre comment créer un projet GitHub, je pense que vous savez déjà, mais comment du coup synchroniser votre référentiel que vous allez créer dans Arduino avec le projet GitHub, et ensuite faire du push. Je n'insiste pas trop là-dessus, parce que dans le code que vous allez écrire, vous allez forcément avoir à mettre l'SSID Wi-Fi et le mot de passe. Donc à la limite, je préfère que vous ne pushiez pas sur le GitHub, plutôt que de prendre le risque de pusher le mot de passe. Voilà. Donc le GitHub, voilà, il faudrait que je trouve je reformule mes exercices un peu différemment de manière à m'assurer que les mots de passe passent pas sur GitHub, parce que sinon, même si il est plus ou moins public, voilà, si on peut éviter de le rendre complètement ouvert, ce serait pas mal. Donc ça, c'est la première étape, l'enregistrement, l'installation, l'enregistrement. Je reviens sur mes diapos. Je vous ai présenté l'interface. Donc voilà, l'idée, on crée un projet GitHub, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous enregistrez votre périphérique comme je viens de vous montrer. Donc, vous pouvez renseigner un petit peu autant que vous voulez, hein. Il n'y a pas de limite. Je vous ai montré le strict minimum. Attention, c'est pas super ergonomique, hein, comme interface. Je l'ai marqué dans le début. Hein, c'est genre AS400, voire même pire. Donc, concrètement, le fonctionnement, c'est vous tapez le chiffre du menu que vous voulez en haut, entrée, et ensuite ça vous demande la valeur, vous tapez la valeur. Ça vous montre la valeur actuelle, mais si vous faites entrer, ça l'efface. Donc il faut que vous la retapiez en fait, la valeur. Si vous voulez garder la même valeur que la valeur actuelle, il faut la retaper. Ou faire un copier-coller. Ensuite, on va créer un projet à partir du modèle que je vous ai donné. On le pousse éventuellement sur GitHub. Donc comment on crée le projet ?
Eh bien, dans l'interface Arduino, quand je vous ai fait personnaliser l'interface, ici dans les exemples, j'ai rajouté également des exemples dans Redis Workshop. Si jamais vous ne voyez pas Redis Workshop en bas, c'est parce que vous n'avez pas sélectionné la bonne carte. Il ne s'active que lorsque la bonne carte est sélectionnée. Et donc, dans ce Redis Workshop, vous avez le code source du firmware d'enregistrement. Bon, après, ça c'est plus par curiosité que je vous l'ai laissé. En plus, pour moi, c'est plus simple d'avoir qu'un seul répertoire. Vous avez le code source de démarrage, le code source en fin d'exercice 1, en fin d'exercice 2, en fin d'exercice 3. S'il vous plaît, trichez pas. C'est pas drôle. L'idée, c'est d'apprendre à le faire. Donc, je prends celui de démarrage. J'ai un fichier que j'ai déjà écrit. Donc, j'ai rajouté un peu de tooling. Je vous ai dit qu'il y a la fonction setup, qu'il y a la fonction loop. Au début de ma fonction loop, par exemple, j'ai une macro stat loop qui, quand elle est activée par le DSDefine stats. En fait, elle va vous remonter la taille de la heap, de la mémoire du périphérique. Pourquoi ? Parce que c'est un truc critique. Sur un microcontrôleur, si vous avez une fuite mémoire, il ne va pas vous falloir longtemps pour vous rendre compte que ça crache. Donc, c'est pas mal de l'avoir parce qu'elle peut être très lente, la fuite. Le profiler, on l'utilise pas a priori. Le debug, c'est parce que c'est pareil, j'ai des macros de debug qu'on active, qu'on n'active pas. Je vous l'ai préparé en vous initialisant le port série de manière à ce que vous puissiez avoir le retour du périphérique, que vous n'ayez pas à le faire. J'ai désactivé le debugging Wi-Fi parce qu'a priori ça va être prêt. Le Wi-Fi, je vous ai fait toute la partie initialisation du Wi-Fi avec la sortie de ce qui se passe. Tout ce que vous avez à faire, c'est ici remplacer le SSID par Étincelle Coworking et Étincelle pour le pass. Et en théorie, en faisant ça, juste, ça va démarrer, ça va se connecter au Wi-Fi, ça va vous afficher l'adresse IP obtenue sur la console série. Et derrière, gentiment, ça va clignoter 5 fois la petite LED, assez rapidement, et ça va partir sur la loupe. Dans la loupe, ça vous affichera la mémoire, et puis le nombre d'itérations de loupe à la seconde aussi, ça va vous l'afficher normalement, si je me souviens bien, j'ai dû faire ça aussi. Et derrière, toutes les 5 secondes, ça va lire le capteur et vous afficher la valeur. Alors, très simplement, je peux tester ma compilation. J'ai ma caméra que j'ai collée devant, bien évidemment, ça c'est ergonomique, c'est une bonne idée. Hop, je peux tester ma compilation. En bas, ça me dit que ça compile. Alors, c'est la première compilation, je suis long. T'as un appel. Voilà, ça a compilé, ça s'est bien passé, j'ai pas de message d'erreur. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer. Je sens que je vais utiliser les raccourcis clavier. Je vais lui dire de l'envoyer sur mon périphérique. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où je vais faire ça, ça va rebooter mon périphérique. Au moment du bootloader du périphérique, il attend de voir s'il a quelque chose qui lui arrive par le port série. Il va avoir quelque chose qui lui arrive par le port série. Il va flasher sa mémoire et ensuite il va transférer l'exécution à ce qu'il a en RAM. Pendant toute la période de flash, j'ai ma petite LED bleue qui clignote. Donc pendant toute la période de flash, vous avez la flèche orange là-haut. Vous avez les petits points qui vont avancer ici, tout en bas. Vous avez le téléversement qui est là, qui est affiché. Et vous avez la petite lumière bleue qui clignote. Donc tant que vous êtes dans un état comme ça, tout se passe bien, ça veut dire que vous êtes en train d'uploader votre code. Ça, c'est pas forcément très rapide, c'est plus long qu'un Arduino parce que j'embarque plus de bibliothèques sur un ESP. Et j'ai 200 kg à transférer. Donc forcément, ça prend quelques secondes. Il a fini, il reboot mon périphérique. Et du coup, en fait, je peux ouvrir ma console série, qui était déjà ouverte. Alors évidemment, je n'ai pas configuré le Wi-Fi. Voilà, je lui dis qu'il va falloir le faire et je ne le fais pas. Donc, on a dit Étincelle Coworking. C'était bien ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et Étincelle. Donc, allez hop, on réupload. CTRL U pour compiler et uploader. C'est reparti. N'ouvrez pas la console série pendant qu'il fait ça. Ça plante le téléchargement. Vous l'ouvrez avant, vous l'ouvrez après, mais pas pendant. De même, si vous débranchez le périphérique alors que la console série est encore ouverte, elle bloque le fichier spécial sur le file system. Ce qui fait qu'au moment où vous rebranchez, ça en réouvre un autre à côté. Ça vous change de TTI USB. En fait.
Il a chopé son adresse IP, s'est connecté au Wi-Fi et derrière, il est parti dans sa boucle infinie. Et on voit les informations de débugage dont je vous avais parlé. Et donc là, il me remonte la valeur de mon capteur et le profiling, combien de temps ça lui a pris pour lire le capteur. Donc là, j'ai diminué ma valeur parce que j'ai mis la main dessus. Je suis à 268, 258 même. Et là, prochaine lecture, hop, on est remonté parce qu'on est droit sur les lampes. On n'est pas à fond parce que on monte normalement, je crois que ça monte vers les pas loin de 1000. Ça monte pas tout à fait à 1024, mais pas loin de 1000. Donc ça, c'est ce que vous devez obtenir au moment où vous partez avec le fichier d'exemple. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire le premier exercice. Le premier exercice, l'idée est d'ouvrir une connexion sur la base Redis et de lui envoyer une commande. Alors, l'envoi d'une commande sur la base Redis, ma diapo, c'est là, hop. On va envoyer une première commande pour s'authentifier parce que j'ai mis un mot de passe, sinon ce serait pas drôle. Et puis, la première commande d'essai, c'est pas une commande compliquée, c'est ping. Et théoriquement, à l'instinct, quand on envoie un ping, on reçoit un... Ouais, la question était difficile. Donc, simplement pour envoyer des commandes à Redis, je l'ai pas mis ma diapo? Ah, je l'ai pas mis, c'est là. Il faut utiliser le protocole RESP. Alors le protocole RESP, il est très simple. Si j'envoie une commande, j'envoie un ping. C'est une commande d'un seul terme de 4 caractères. Donc je lui dis un terme, étoile 1, entrée. Ensuite, je lui décris mon terme. Mon terme, c'est ping. 4 caractères, je lui mets $4, entrée. Puis je mets ping, entrée. Et il sait qu'il est au bout puisqu'on a préfixé par la longueur. Si j'avais eu une commande plus compliquée, genre 7 A 1, pour mettre la valeur 1 dans A, ben je vais lui envoyer le nombre de termes, c'est 3, donc je vais faire étoile 3, entrée. Mon premier terme, c'est 7, 3 caractères. $3, entrée, 7, entrée. A. $1, entrée, A, entrée. 1. $1, entrée, 1, entrée. La réponse est dans le même genre. On ne parsera pas les réponses ce soir. Mais elles sont aussi simples. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer le ping, de faire ce qu'il faut pour établir la connexion vers la base Redis et d'envoyer un ping et de recevoir la réponse. Alors, ça, à quoi ça va ressembler? C'est dans le lab 1. Concrètement, on ne le fait pas dans le setup. J'ouvre pas la connexion dans le setup parce que je pars du principe que quand on est dans la boucle infinie, on peut perdre la connexion pour une raison ou une autre. Donc, à chaque tour de boucle, eh bien, je vais regarder si j'ai ma connexion. Si j'ai plus ma connexion, je vais vous demander de réouvrir une connexion à partir du nom de DNS de la base, du port et du mot de passe. Donc, ça signifie que vous allez résoudre le nom DNS. C'est facultatif, je dirais, sur la version communautaire. C'est là parce que dans la version commerciale, le nom DNS peut se résoudre sur différentes adresses IP en fonction des défaillances. Ensuite, je vais vous demander d'envoyer en mode RESP pur l'authentification. Alors l'authentification, c'est AUTH espace le mot de passe. Concrètement, deux termes. $2. Le premier terme étoile 2, pardon. Le premier terme AUTH 4 caractères. Du coup, $4, entrée. Mes 4 caractères, $3, entrée, pour le mot de passe qui est IoT, mon mot de passe, entrée. Et c'est fini. Normalement, ça doit me répondre OK. Ensuite, ce que je vous dis de faire, ça, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que vous parlez à un Redis, il a la fâcheuse habitude de vous répondre. C'est bien quand même. Il est poli. Le problème, c'est que derrière, ça va s'empiler, ça. Et je vous ai dit qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. Et les buffers, en fait, ils vont se remplir. Et quand les buffers ils sont pleins, vous ne pouvez plus émettre. Vous devez attendre que les buffers se vident. Alors, heureusement, il y a un timeout sur les buffers. Et grosso modo, toutes les secondes, il y en a un qui va se vider. Donc, toutes les secondes, vous allez pouvoir envoyer une commande. Sauf que c'est un peu sous-exploité la bête. Parce que avec lui, j'arrive à envoyer 1700 commandes à la seconde. En passant sur un téléphone comme point d'accès et comme routeur.
Donc on peut faire mieux. Donc du coup, l'idée c'est qu'à chaque fois que vous envoyez une commande, on va pas la parser la réponse, mais on va la consommer. Donc on sait qu'il va y avoir une réponse, on attend que la réponse arrive. Ça c'est ce qu'il faut pas faire, c'est pas bien, c'est bloquant. Mais c'est pas grave, Redis répond vite. Et derrière, tant que j'ai des caractères à consommer dans ma réponse, je les consomme et, cerise sur le gâteau, dans un but pédagogique, je les envoie sur la console série pour que vous les voyez sur la console série. Derrière, ça va être à vous de l'écrire. Comment on envoie le ping? Eh ben, de la même manière, étoile 1, un seul terme, $4, 4 caractères, ping. J'attends ma réponse, je consomme la réponse, je l'affiche sur la console série et je dois avoir un pong. Ça va être le sujet du deuxième exercice. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Étincelle. Hop, c'est parti. Petite indication aussi, dans le stat loop que j'ai mis au début, j'ai la possibilité de mettre des hooks dedans. Et je lui ai mis un hook qui fait clignoter la LED à intervalles réguliers. Donc si vous avez la LED bleue qui clignote tranquillement, ça signifie que votre boucle elle s'exécute. Si vous n'avez rien sur la console série, c'est parce que vous avez un autre problème ailleurs. Mais la boucle elle s'exécute si ça clignote lentement. Ça peut vous donner une indication quand vous faites votre programme. Parce que les retours sont assez limités, on va dire. On pourrait s'amuser à accrocher un GDB dessus, mais enfin bon, on sort complètement du cadre du meetup. Ça y est, je l'ai mis, je l'ai lancé, il vient de se démarrer et il est parti. Et là, il envoie ses pings à raison de 10 par seconde. Faut pas oublier que j'ai des trucs qui sont bloquants, voilà. C'est pas du tout optimisé, c'est pédagogique. L'idée, c'est que vous envoyez un ping et que vous voyez le pong revenir. Ça, c'est le premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice que vous allez être amené à faire, ça va être d'aller non pas envoyer un ping, mais envoyer la valeur de votre capteur. Donc, là, grosso modo, le contenu restera le même. Vous partez du même fichier, en fait. C'est incrémental. C'est pour ça que je vous ai mis les solutions. C'est pas pour que vous trichiez. L'idée étant que là, je vous ai aussi fourni, caché derrière, une bibliothèque qui vous génère le protocole RESP. Je vous l'ai fait générer une fois, vous avez compris comment ça marche. Vous pouvez faire vos propres implémentations. Je vous en fournis une implémentation pour avoir une utilisation plus simple. Donc, l'authentification, on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire que j'initialise un objet commande. Je dis mon premier terme c'est hôte, mon deuxième terme c'est le mot de passe. Je veux avoir la chaîne de caractères en char étoile qui correspondent au protocole RESP. Et derrière, je l'envoie directement sur ma connexion. Et j'oublie pas de faire mon free. Sinon, ça va pas tourner très longtemps. Je consomme bien évidemment la réponse après, ça je l'ai pas encapsulé. Et donc là, l'idée, c'est que vous ayez votre adresse MAC et que vous l'utilisiez comme clé de la structure dans laquelle vous allez injecter votre valeur. La récupération de la valeur se fait sur le port, il n'y en a qu'un seul sur l'ESP, sur le port analogique, sur le convertisseur analogique de l'ESP, ça vous renvoie directement une valeur entre 0 et 1024. Donc c'est pas directement le voltage, mais c'est une valeur entre 0 et 1024. Et le voltage, il est entre 0 et 3 volts 3. Donc si vous voulez, vous pouvez vous amuser à le calculer, c'est pas grave. Ne me l'envoyez pas parce que derrière, ça va vous fausser votre graphe. Envoyez-moi la valeur comme elle est. Et je vous dis de l'envoyer dans une liste. Pourquoi dans une liste? Alors, on peut choisir différentes structures. J'ai choisi de faire dans une liste parce que la liste derrière, je lui mets comme clé votre adresse MAC, et deux, la liste, quand vous allez lancer votre programme, vous allez avoir 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs. Vous notifiez mon application qu'il y a des nouvelles valeurs, c'est pas grave, je peux en récupérer 5, 10, c'est pas un souci. Par contre, au fil du temps, il faut que j'ai la possibilité de ne récupérer que les dernières. La liste présente 2 avantages. 1, elle est ordonnée. Et 2, je peux demander à avoir les n premiers, les n derniers ou ceux qui sont entre le rang X et le rang Y. Et du coup, je peux également consommer, si je le souhaite, mais là on ne va pas l'utiliser, mais je peux consommer à la fin de la liste, au début de la liste, des éléments. Donc là, je le mets dans une liste et je le mets en début de liste, parce qu'à chaque fois que vous allez m'envoyer un message,
avec votre adresse MAC, je vais aller regarder votre liste qui correspond à l'adresse MAC et je vais juste prendre les premières valeurs. Je ne vais pas prendre toute la liste parce que très vite, votre liste, elle va devenir énorme. Surtout que dans l'étape suivante, on va aller injecter plus vite encore. Donc, vous mettez votre valeur à chaque fois en début de liste. Derrière, de la même manière, vous publiez sur le channel que moi j'écoute dans mon application que vous avez mis à jour votre liste. Du coup, je le sais, je vais aller lire le début de votre liste et en WebSocket, je vais pousser ça vers l'interface web. Des fois, elle se plante, elle n'est pas très stable. Ce sera le sujet d'un prochain meet-up quand je l'aurai stabilisé. Et ça, donc, c'est la deuxième étape. Normalement, je pense qu'à la fin du meet-up, vous devriez arriver jusqu'à cette étape-là. C'est un challenge parce qu'en fait, ceux qui vont plus loin, ils auront été plus loin que tout le monde. Pour l'instant. Étincelle Coworking. Étincelle. Et on essaye. On va voir ce que ça donne. Hop, là. En même temps, je vais aller démarrer mon... C'est en train de pousser là? Ouais, c'est en train de pousser. Je vais aller démarrer mon interface sur... Ok, donc lui, il va pas tarder à envoyer des choses. Il a déjà commencé à envoyer des choses. J'étais pas prêt. C'est pas grave. Et là, si je vais sur mon interface web, normalement, ouais, je me suis moyennement enregistré. Normalement, c'est pas mon adresse MAC qui apparaît, c'est mon nom. Mais là, c'est mon adresse MAC. Je surveille le téléphone parce qu'on devrait pas tarder à avoir les pizzas. Ça sert à rien. Ouais, mais normalement, il doit pas monter. C'est pas à quel étage on est, c'est rien. C'est juste que c'est 2 au Austerlitz, c'est là mon téléphone. Normalement, il doit monter. Donc l'idée, c'est ça. Alors vous aurez votre nom parce que vous aurez fait l'enregistrement comme il faut. Là, la valeur, elle est rafraîchie à chaque fois que vous la mettez à jour. À chaque fois, je vais la lire en temps réel. Le graphe, lui, en revanche, non. Parce que, je vous ai dit, je montais à 1700 opérations à la seconde. Et le Google Chart, là, même avec juste un périphérique, 1700 opérations à la seconde, il n'arrivait pas à suivre pour le rafraîchissement. Donc, les graphiques se rafraîchissent que toutes les secondes, toutes les 1000 valeurs, je crois, un truc comme ça. La valeur, je vous dis, la temps réel, elle est là. Et là, c'est le chart. Donc, si je mets la main, on va voir que ça va changer d'échelle, du coup, parce que, voilà. Et on a quelque chose qui est sympa. L'étape suivante, c'est de pipeliner les opérations. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer qu'une seule opération à chaque fois, et donc de se taper une latence, eh bien, on les empile dans un buffer. Ah, il est limité le buffer, hein, mais on les empile dans un buffer et on envoie tout le buffer d'un coup à intervalles réguliers ou un certain nombre de commandes. Donc moi, je l'ai mis à 50 commandes. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de changement. Je vais ouvrir le troisième exemple. Je pense que non, enfin, vous affolez pas. Si vous n'arrivez pas jusque là, je vous dis c'est normal. Il n'y a rien de... Faut pas se sentir coupable. Moi, je conçois mes sujets pour que ça fasse des meet-up, pour que ça fasse des articles de blog, aussi court que des articles de blog, des meet-up, des formations. Et c'est conçu pour durer, ça peut durer plus longtemps. Donc, c'est un peu court, 2 heures en fait. Maintenant, vous pouvez me surprendre. Donc, je le laisse faire et je vais aller sur mon interface. On va voir dès qu'il va être, il n'est pas en train de télécharger pour l'instant. J'ai raté quelque chose. Si, ça y est, il est en train de télécharger. Donc là, ça y est, bon, il est en train de rebooter, il est en train de se mettre à jour avec le nouveau code. Donc j'ai plus de valeurs qui arrivent. Quand je vais avoir des nouvelles valeurs qui vont arriver, vous allez voir ma courbe, elle va continuer à bouger, mais ce coup-ci, elle va être beaucoup plus fluide. Sans aller non plus, elle n'est pas au taquet. Et ça redémarre, ça se connecte au Wi-Fi, voilà, ça y est, elle est partie là. Donc là pour le coup, elle va plus vite. Ouais,
c'est modéré. On a aussi, on dépend aussi du Wi-Fi. Mais en tout cas, c'est plus fluide. Si j'amène la main au-dessus, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus réactif. Ah, bah les voilà les pizzas. Oui, allô? D'accord, et bah écoutez, je descends tout de suite et je viens chercher les pizzas. Oui, bien sûr, c'est évident. À tout de suite. Qui c'est qui m'accompagne pour venir chercher les pizzas? J'ai besoin d'un volontaire. Vous laissez pas hypnotiser, hein. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai montré? Ou pas? Pas? La liste dans le serveur Redis, là, oui. grossit, Oui. Ça sert à jamais. Ouais. Elle peut monter jusqu'à un demi-téra. D'accord. Donc là, concrètement, elle va pas être monstrueuse, elle va pas monter... la base de données complète, pour ce soir, ça va monter à, je sais pas, une centaine de mégas, pas plus. Sinon, il y a des commandes, j'imagine, pour vider la liste. Bien sûr, bien sûr. Tu peux également. Alors, limiter la liste, la caper, oui. En fait, une liste dans Redis, ce qui se passe, c'est que sur une chaîne de caractères, tu peux juste faire un get et un set. Point. Sur une liste, tu peux faire un get de toute la liste et un set de toute la liste si tu veux. Tu peux récupérer que des morceaux si tu veux. Et tu as d'autres opérations, du genre par exemple, je peux tronquer ma liste. Je dis voilà, je pousse une nouvelle valeur au début et je la tronque à 10 valeurs. Comme ça, j'aurai toujours que les 10 dernières valeurs. Tu peux faire ça. Après ça, tu peux mettre un TTL aussi sur la clé. Donc si tu n'y touches pas, elle va sauter au bout de X secondes. C'est la clé. Là, c'est toute la liste qui saute. Et c'est en une seule opération qu'on peut pusher et tronquer? Non, 2 opérations. Tu pushes et tu tronques. Mais tu peux les mettre dans un pipeline, dans le même buffer, et ça va se faire de façon atomique de l'autre côté, puisque, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, Redis est en monothread. Quand il va voir arriver ton pipeline, il va te le traiter. Bon, bah alors si c'est bon pour tout le monde, je vous propose de commencer à faire les exercices. A priori, je pense que j'ai rien oublié. De commencer à faire les exercices. Pendant ce temps-là, moi, je vais mettre en place les pizzas là où je trouve un peu de place. Et puis après ça, je vais circuler pour aider ceux qui ont des soucis, s'il y en a. Et vous allez circuler pour aller vous alimenter et pas tomber en hypoglycémie, parce que c'est intensif quand même. Et voilà,